Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan, votre émission, vous la connaissez, des invités politiques viennent faire le point sur différents sujets. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une tête d'affiche du Parti Socialiste. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pour démarrer cette émission, on passe tout de suite à vos combats. Avec ce premier sujet, Gérard Filoche, la défense des salariés. Il faut le dire, c'est le combat de votre vie. Dès le milieu des années 80, vous avez été inspecteur du travail, vous l'êtes toujours, et quand on fait, c'est vrai, le bilan de votre parcours, vous avez été rythmé par de nombreux affrontements. Déjà, on a, par exemple, en 2001, vous êtes attaqué en justice, notamment par le vice-président du MEDEF, Denis Kechler, pour l'avoir présenté comme ennemi public numéro 1 sur la revue Démocratie et Socialisme, dont vous êtes le rédacteur en chef. En 2007, vous êtes attaqué par le laboratoire de cosmétologie Guinaud pour chantage. Vous avez interrompu un comité d'entreprise et menacé ses membres de leur infliger un procès verbal s'ils licenciaient une salariée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces affrontements peuvent entraver aussi le message que vous voulez faire passer pour cette défense, Gérard Filoche? Mais en rien. Celui qui avait porté plainte pour le MEDEF, il a été condamné à l'époque à 40 000 francs d'amende pour abus du droit d'ester en justice. Il a perdu. Et le patron de Guinaud, l'entreprise dont vous parlez, ils ont fait 14 procès, ils en ont perdu 14, ça leur a coûté à peu près 500 000 euros. Et c'est vous dire s'ils avaient tort. En vérité, il faut que l'état de droit soit respecté dans les entreprises et que les patrons voyous arrêtent. On est quand même dans une civilisation aujourd'hui. Le patron de Guinaud, il avait cette particularité de faire travailler ses salariés 41 heures et de les payer 35 heures. 250 cadres. Il disait en gros que c'était les heures philanthropiques. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme masse d'argent détournée, à la fois sur le dos des salariés, sur le dos de la sécurité sociale, et pourquoi? Pour aller mettre l'argent, comme tous les autres grands employeurs de ce type, dans les paradis fiscaux, à Panama ou au Luxembourg. C'est un des grands maux de la France, c'est que le patronat n'est pas loyal. Dans sa majorité, je parle du grand patronat, bien sûr, je ne parle pas des petits patrons. Interrompre ce comité d'entreprise, c'est une manière aussi, aux yeux des médias, de dénoncer tout ça. Mais je n'ai rien interrompu du tout, monsieur, puisque le juge a très bien dit que le comité d'entreprise n'existait pas. Et que c'était une plainte qui n'avait ni queue ni tête. Il a donc débouté totalement. De toute façon, un inspecteur du travail, vous devez le savoir, a le droit, si un comité d'entreprise ne fonctionne pas, de le présider, de le convoquer quand l'employeur est carent. Deuxièmement, moi, je n'ai rien interrompu du tout. J'étais en train d'enquêter sur le licenciement d'une salariée qui était déléguée du personnel et déléguée syndicale et qui était licenciée à tort. D'ailleurs, elle a été réintégrée et l'employeur a été obligé de lui faire une transaction extrêmement élevée pour compenser tous les préjudices qu'elle avait subis pendant toute la période. Heureusement qu'il a donc fait du travail comme ça, monsieur, pour que le droit existe. Vous vous rendez compte si c'était la sauvagerie et Mad Max dans les entreprises? Vous vous rendez compte si les salariés n'étaient pas protégés par des règles et si le corps d'inspecteur du travail n'était pas assez fort pour le faire? Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas de juge pour contrôler les patrons voyous? On en aurait qui vous feraient du travail dissimulé et d'autres qui vous prendraient des emplois fictifs. Les emplois fictifs, c'est à la mode, mais c'est pas légal. En 2009, le Parisien avait parlé d'ailleurs de cette affaire. Vous avez consacré, vous, un papier dans votre revue Démocratie et Socialisme. Vous avez regretté que les médias ne parlent de vous qu'à travers ces litiges, finalement, Gérard Filoche. Ce n'est pas vrai. Ils ont très peu parlé de ça par rapport à beaucoup d'autres sujets. J'ai publié 3 livres qui s'appellent Carnet d'un inspecteur du travail, où j'ai raconté beaucoup d'autres choses. C'est parce que vous ne l'avez pas vu à ce moment-là, mais vous savez, en 30 ans de carrière, j'ai enquêté sur 14 accidents mortels. J'ai encore dans les yeux la compagne du dernier jeune homme de 22 ans qui est mort écrasé par l'ascenseur qu'il réparait en heure supplémentaire un vendredi soir, en plein cœur de Paris, dans l'immeuble du Crédit Lyonnais. Tout ça parce qu'on le pressait. Le patron aurait pu ne pas le placer dans cette situation où il est mort. J'ai encore le souvenir de ce jeune homme de 20 ans qui était un Roumain, genre salarié, vous savez, détaché, là, qu'on ne protège pas, qu'on met en bas dans une recette avec en haut des goulots dans lesquels on met du béton, et ils se sont effondrés sur lui et ils l'ont tué. J'ai encore le souvenir d'un des premiers accidents du travail, c'était dans le nord de la France, à Givet, dans les Ardennes, doigt gelé. Le patron avait continué à faire travailler le salarié par -20 dans une scierie agricole où c'était un grand auvent et où il n'avait aucune protection. J'ai encore le souvenir du bras coupé d'un polisseur, parce que le cadre qu'il polissait s'était enroulé au bout
de l'appareil qui n'était pas protégé, quoi. Et donc ça lui avait littéralement arraché le bras. Vous savez, là, le travail est une violence, une souffrance. J'en ai assez, moi, qu'on me présente ça comme des problèmes qui limitent les entreprises. Les entreprises sont faites pour se soumettre aux humains. C'est pas pour les humains qui se soumettent aux entreprises. C'est une question qui a été tranchée par la Déclaration universelle des droits de l'homme après-guerre. Et aujourd'hui, là, la loi El Khomri remet ça en cause. Elle dit que c'est les humains qui doivent s'adapter aux entreprises. Non, c'est les entreprises qui doivent respecter les femmes et les hommes qui travaillent et qui produisent des richesses de notre pays et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent pendant qu'il y a 1% en haut qui se gobergent avec les fruits de leur travail. On va passer à ce deuxième sujet, Gérard Filoche, l'union de la gauche. Au regard de votre parcours, vous avez toujours été à la gauche de la gauche. D'ailleurs, dans une interview vidéo pour le site l'humanité.fr, vous militez cependant pour, je cite, qu'il y ait un large front de toute la gauche. Aujourd'hui, on le sait, vous êtes membre du Parti socialiste. Pourtant, vous avez toujours adopté la posture de l'éternel révolté, Gérard Filoche, en critiquant les membres du parti. D'ailleurs, sur votre blog, vous décrivez Manuel Valls comme, je cite, le copier-coller aggravé de Hollande, l'homme de la division des rangs socialistes. Sur votre compte Twitter, vous affirmez en septembre 2016 que Jean-Christophe Cambadélis, je cite, n'a rien fait pour organiser une grande primaire à temps. Et toujours sur Twitter, ce même mois, vous jugez Arnaud Montebourg comme, je cite, à droite de François Hollande. Alors, attendez, vous mélangez les dates, les lieux et tout, là. Pour ce qui est de Arnaud Montebourg, c'était il y a 4 ans, quand il était au gouvernement, et que malheureusement, il était englué sans pouvoir sauver Florange ni d'autres situations. Donc j'étais très critique à l'égard de ça. Ensuite, pour ce qui est de Jean-Christophe Cambadélis, bien sûr, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait une grande primaire. Mais au moins, contrairement à d'autres, vous le dites, quand il y a des choses Oui, mais ensuite vous me dites, je suis à gauche de la gauche. Pas du tout. Moi, je suis un social-démocrate modéré. La social-démocratie, c'est beau pour moi. C'est la sociale et la démocratie. Ça fait un siècle que ça dure. Alors le problème est qu'il y a des moments donnés où la majorité, comme ça a été le cas sous le quinquennat d'Hollande, de la direction ou des élus ne font pas ce que les électeurs attendent, pourquoi ils ont été mandatés. Donc vous ne vous considérez pas quand même un petit peu à la gauche du Parti socialiste? Pas du tout. Moi je suis quelqu'un d'absolument raisonnable. Je veux seulement que les salaires augmentent et que les dividendes baissent. Je croyais que c'est révolutionnaire ça, non. Parce que les dividendes, ils n'ont jamais été aussi élevés. La France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal distribuées. Donc moi, je me bats pour que les richesses soient distribuées. Et puis quand je vois que Hollande ne le fait pas, ça me met en colère. Parce qu'en fait, il a donné 41 milliards aux employeurs, aux actionnaires, et au lieu de les donner à l'emploi public, aux salariés, on aurait eu des centaines de milliers de fonctionnaires, des infirmiers, des infirmières, qui ne se suicideraient pas comme ce à quoi on assiste en ce moment. Et il y aurait encore plus de profs dans les écoles pour les enfants décrocheurs. On aurait pu faire du bien aux gens avec les 41 milliards. Vous pensez qu'Hollande a fait quand même plutôt du mal? Il s'est fait élire en disant je vais combattre la finance, et il s'est mis totalement au service de la finance. C'est ce qu'on appelle une trahison. Donc là, c'est sûrement dans l'histoire de la gauche depuis un siècle le plus mauvais bilan d'un gouvernement de gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas pu se présenter. Il l'a avoué lui-même. Il ne peut pas se présenter. Et c'est pour ça que Manuel Valls a été battu. Il n'y a rien d'exagéré de dire ça, ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'a rien de gauche. C'est ce que les gens normaux constatent partout, puisque... Notamment les autres membres du Parti Socialiste aussi sont... il y en a beaucoup. C'est vrai que vous, on vous entend beaucoup sur les plateaux dire ce que vous venez de dire. On entend parfois un petit peu moins d'autres membres du Parti Socialiste. Est-ce qu'ils pensent comme vous, Gérard Filoche? Moi, je ne trouve pas qu'on m'entend trop sur les plateaux. Je viens dans une série de petites émissions que je respecte et que j'aime. Mais enfin, je ne suis jamais allé faire un journal télévisé pour dire... Vous connaissez, quand j'étais candidat, mais je suis content qu'on me connaisse, mais c'est à cause des idées. Quand on a une constante dans les idées, moi, vous savez, je suis un fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier moi-même, j'ai fait 14 métiers différents avant d'être inspecteur du travail pendant 30 ans, donc je sais bien de quoi je cause. Et peut-être les gens se sentent que je parle avec mon cœur et avec mes tripes aussi. Et avec mon expérience. Parce que quand on est fils d'ouvrier, on sait ce que c'était. Moi, je voyais encore mon père en bleu dans le fond du jardin. Quand il revenait d'avoir travaillé dans son atelier et qu'il commençait à 6 heures du matin, je sais ce que c'était. Ce que ne savent pas les autres en haut. Vous voyez, par exemple, quand Fillon dit tranquillement à la télévision, mais ce n'était qu'1 million d'euros. Faut lisser. Puis qu'il dit que sa femme que son assistante ou sa collaboratrice touchait 10 000 euros par mois.
Vous imaginez ce que ça fait dans la tête de gens comme moi. Comment réagit justement au Parti Socialiste à cette polémique? Est-ce que, vu l'impopularité de François Hollande, ils peuvent se dire, il y a une petite chance pour que Benoît Hamon gagne? C'est pas une petite chance, monsieur, c'est une grande chance. Parce que Fillon devrait être battu. Cet homme-là présente ses excuses aux Français. Ce qui ferait mieux, c'est de ne pas se présenter. Ensuite, quand il dit toutes les salades qu'il a dit, hein, parce que maintenant, même sur sa dernière conférence de presse, il y a au moins 10 exemples de mensonges qui sont relevés dans la presse. Bon, c'est pas raisonnable, je veux dire. J'ai donné 3 000 € à mes enfants, j'ai donné 10 000 € à ma femme, elle a fait 2 petits articles dans une revue, elle a touché 100 000 €, mon château vaut 750 000 €. Enfin, je veux dire, on devrait avoir des élus qui soient comme les gens. Vous comprenez? Pas distincts des gens, qui connaissent la vie normale. Pas des gars qui pensent qu'ils sont de droit divin et qui sont là forcément. Fillon s'impose à son propre camp. Violemment. Il a dit, si c'est pas moi, c'est la catastrophe, c'est la Bérésina. Et les autres sont obligés de s'incliner. Et il va faire pareil à la France, quand il va nous casser notre sécurité sociale, nous supprimer nos remboursements des petits risques, casser notre école publique, à enlever 500 000 fonctionnaires alors qu'on en a besoin. Si ça avait été le candidat de gauche, qu'est-ce que vous auriez fait si, par exemple, un exemple, hein, parmi tant d'autres, ça avait été le candidat socialiste qui avait eu ce genre d'affaires, comment vous auriez réagi au sein de votre propre camp? Exactement de la même façon. Exactement de la même façon. J'ai réagi comme ça quand c'était Cahuzac. Justement, on va en parler tout de suite. Rappelez-vous, j'étais tellement indigné que je me suis exprimé violemment sur le LCI. Vous savez, Fillon, c'est un Cahuzac. C'est la même caste. C'est le même genre de personnage qui se croit absolument. Cahuzac, il avait je lutte contre la fraude fiscale alors qu'il fraudait lui-même. Et bien justement, Fillon, il dit il faut la rigueur alors que lui, il ne s'applique pas. Une très bonne transition, puisque maintenant, on va passer à l'œil du bilan. Et je vais tout d'abord vous montrer cette photo de Jérôme Cahuzac. Le 4 décembre 2012, je le rappelle à nos téléspectateurs, Mediapart a lancé une bombe politique en accusant Jérôme Cahuzac de détenir un compte en Suisse à l'insu du fisc. Le lendemain, l'ex-ministre du budget s'en défend à l'Assemblée nationale. Il déclare « Je n'ai jamais eu à l'étranger, ni maintenant ni avant, un compte à l'insu du fisc ». Je vous montre cette photo, c'est effectivement parce que vous, sur LCI, en 2013, à propos de cette affaire, qui avait fait le tour du web, hein, d'ailleurs votre petit passage, on vous voit très ému parce que vous considérez que c'est une trahison de ce gouvernement que vous avez soutenu. Vous regrettez, c'est la misère dans le pays. On a un chef du budget qui fraude lui-même. Il faut dire, vous avez été émouvant, vous avez ému de nombreux Français avec cette séquence, hein, vraiment. Mais avez-vous eu l'impression que la réaction de vos collègues socialistes n'était qu'une réaction de façade des autres? Bah écoutez, est-ce que vous avez regretté? Un petit peu, je vais vous dire, honnêtement, parce que à l'époque, il a été dit qu'il y aurait une loi sur la transparence. Bon, elle a été faite. Et puis 2 ans après, la loi Macron a imposé une loi sur le secret des affaires. Je me suis dit, mais à 2 ans d'intervalle, les gens croient qu'on a une mémoire de poisson rouge et qu'on peut d'un seul coup dire la transparence et le lendemain dire le secret des affaires. Mais Macron, je comprends pourquoi c'est le secret des affaires. Personne ne sait d'où vient son argent. Donc ça m'a un peu gêné qu'un gars. Ils se sont Macron, un peu murés dans le silence, les autres membres du Parti Socialiste. Une question de com'. C'est vrai qu'on a. Je vais vous donner la suite des événements. C'est que Bernard Cazeneuve a été nommé ministre du budget après Cahuzac. Et il y avait, tout le monde le dit, 80 milliards de fraude fiscale. Il a fait rentrer 2 milliards. Alors c'était mieux que Cahuzac, qui n'avait rien fait rentrer, pour cause. Mais 2 milliards, il en reste 78. C'est-à-dire qu'il y a 78 milliards qui sont fraudés par 1% de la population. Il n'y a pas besoin de savoir qui c'est. Vous les trouverez dans les châteaux, vous les trouverez au CAC 40, vous les trouverez partout. Voilà. 78 milliards. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec 78 milliards? Recruter 15 000 infirmiers dans les hôpitaux, recruter 15 000 profs de plus pour les enfants décrocheurs, faire qu'il y ait plus d'enquêteurs et d'éducateurs dans les rues, faire que la SNCF ne connaisse plus d'accidents et qu'on subventionne le train pour les jeunes, au lieu de les mettre dans des autocars dangereux et polluants. On pourrait faire tellement de bien aux gens avec 78 milliards. On pourrait même diminuer, puisqu'ils y tiennent tant, leur déficit. Mais non, ils laissent 78 milliards. Et donc c'est ça qui m'a déçu après Cahuzac. Mais comment expliquez-vous que vos collègues n'ont pas eu cette même réaction? J'avais dit ce jour-là, il faut recruter 2000 inspecteurs des impôts. Et j'avais même fait sourire les gens en disant « et 100 hackers ». C'est qu'ils iront chercher partout où est l'argent.
Parce que vous savez, dans le temps, les gens, ils croyaient, ils disaient, ouais, mais les riches, si on leur demande de l'argent, ils vont partir. Mais ils sont partis. Après, on disait, mais donc ils sont partis, on ne peut pas les avoir. Mais si, maintenant, on peut les avoir. Et donc, je regrette que depuis 5 ans, le gouvernement Hollande, Cazeneuve, Macron, Valls, soit pas allé chercher les 78 milliards qui nous manquaient. Puis vous savez, il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. C'est pas net. Vous savez, la Société Générale là, et BNP, là, ils avaient encore 19 filiales, je ne sais plus où, à Panama, là, après que le gars Oudéa au Sénat ait juré qu'il n'y en avait plus. C'est incroyable de voir ces choses-là. Et après, on a des gens qui sont dans la misère, on a des gens qui n'ont pas d'abri à Paris, on n'est pas capable de recevoir des migrants dignement, alors que les 58 multinationales françaises, monsieur, elles blanchissent à peu près l'équivalent de 100 milliards au Luxembourg. C'est des scandales qui ont été révélés, LuxLeaks, SwissLeaks, Offshore Leaks, Panama Papers. Là, il y a des dizaines et des dizaines, probablement plus de 100 milliards, qui feraient du bien à la France, du bien aux gens. Et tout le monde a la rage, quand même. Notamment au sein du Parti Socialiste, c'est vrai que... Mais pas au sein du parti, pas tout le Parti Socialiste, parce que sinon Hollande, Valls l'aurait fait, donc eux, ils ont laissé faire. Mais des gens comme moi, qui sont plutôt des socialistes dans la tradition de Jaurès, pas dans la tradition de Macron, ceux qui ont fait gagner Benoît Hamon, ceux qui se présentent aujourd'hui à la présidentielle, c'est ce que nous pensons. C'est qu'on peut faire du bien aux gens, on peut répartir les richesses, on peut les redistribuer, on peut améliorer beaucoup de choses pour les salariés, pour les petites retraites, pour les petits salaires, pour faire que les gens partent à 60 ans, pour faire qu'il y ait 32 heures par semaine, pour faire qu'on ait plus de chômeurs, parce que si on a des chômeurs, c'est parce qu'on n'a pas assez partagé le travail, c'est parce que la durée du travail est trop longue pour les autres. Il y a 6 millions de chômeurs, c'est parce qu'il y en a 6 millions qui travaillent 60 heures. Donc on pourrait faire tout ça avec cet argent. Ça, c'est le socialisme. Vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire ni de gauche de la gauche. Je suis un socialiste modéré, mais je dis qu'il faut faire ça. Et vous parliez de Benoît Hamon, et après quelques semaines de campagne, il a été désigné comme le candidat socialiste à la présidentielle. Je vous montre tout de suite cette vidéo. Mes chers concitoyens de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger, mes premiers mots iront d'abord à tous les électeurs de gauche qui ont participé à cette primaire. Votre mobilisation est le signe d'une gauche vivante et vibrante. Elle me donne ce soir une force considérable pour vous représenter et gagner cette élection présidentielle. Vous avez été d'ailleurs exclu, faute de parrainage, jugeant votre candidature, je cite, parfaitement recevable. Vous assignez d'ailleurs le 21 décembre 2016 le Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, et les organisateurs de la primaire en justice pour contester cette décision. C'est vrai que vos ambitions politiques vont-elles au-delà des règles de la primaire, Gérard Filoche? Moi, je voulais une grande primaire. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à l'époque, le Parti communiste et les Verts étaient pour, et puis Cambadélis aussi, où tout le monde se serait présenté, et le meilleur, comme on dit, aurait gagné. Bon, Cambadélis a laissé traîner les choses, le Parti communiste a refusé, les Verts ont refusé, Mélenchon a refusé, donc ça se fait un peu dans le désordre. Et puis moi, je voulais participer au débat du Parti socialiste. Vous savez, ça fait 24 ans que je suis dans ce parti, c'est mon parti, et je représente quelque chose, je crois, du point de vue des idées. Et donc j'ai cherché à participer au débat. Mais pourquoi aller aussi fort d'attaquer le parti faute de parrainage? Parce que vous vouliez absolument être dans cette période, au-delà des règles, en fait. Mais non, j'étais dans les règles. J'étais parfaitement légitime à vouloir participer. J'avais des parrainages en nombre suffisant. Ils les ont interprétés d'une façon différente de moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors, du coup? C'est que Cambadélis a décidé que je ne parlerais pas, parce que, comme disait le cadran enchaîné, Filoche lui mettait la pétoche. C'est-à-dire qu'il pensait que si je m'exprimais sur les plateaux, ça aurait sûrement plus d'audience. Donc il ne voulait pas. Voilà, et puis ils ont fait des artifices, parce que c'était mensonge sur mensonge de sa part. C'est lui qui nous a fait un cirque. Il a proposé à Macron, rendez-vous compte, d'être à la primaire. Macron, c'est un mec de droite. Il a proposé à Sylvia Pinel, à Jean-Luc Benamias, à M. de Rugy, je crois, d'être là. Ils n'avaient pas de parrainage. Donc en fait, dans le débat, j'étais plus légitime. J'aurais pu défendre les petits salaires, les petites retraites, l'augmentation du SMIC à 1800 €, la baisse de la durée du travail à 32 heures. Je pense que ça aurait fait un tabac. Mais en termes d'image, Gérard Filoche, est-ce que les Français ne peuvent pas se dire, s'il attaque son parti pour être absolument dans cette primaire, ça peut être aussi un homme désespéré, en termes d'image? Il n'y a rien de tout ça, monsieur.
Je défendais un droit légitime et j'étais victime d'une discrimination illégitime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le tribunal a dit que ma plainte était recevable. Vous savez pourquoi il ne l'a pas accepté, les conséquences? C'est parce qu'on était en référé. Et en référé, le juge est un juge de l'évidence. Donc il dit, voilà, la plainte est recevable, la façon dont est gérée la primaire est très mauvaise, mais ce n'est pas à moi de prendre une décision. Il fallait un juge du fond. Et le juge du fond, ça prenait plusieurs mois pour le faire. C'était passé, donc je ne pouvais pas poursuivre. Mais en vérité, j'ai parfaitement raison. Mais bon, maintenant c'est passé, vous savez, je soutiens Benoît Hamon avec joie. Hein. C'est pas une question de personne, c'est une question de ligne politique. Et comme lui aussi, il est pour l'augmentation du SMIC, comme lui aussi, il est pour abroger la loi El Khomri, je m'y retrouve. Allez, on passe tout de suite au bilan s'impose. Et on commence avec ce premier point, la réforme de la carte d'éducation prioritaire. Depuis début 2014, la ministre de l'Éducation, c'était Vincent Peillon d'ailleurs, qui avait lancé une réforme ambitieuse de refonte de la carte prioritaire. Le but est, je cite, de corriger l'impact des inégalités sociales sur la réussite scolaire. Alors comment? En fondant la nouvelle carte sur 4 critères transparents. On a pourcentage d'élèves issus de catégories sociales défavorisées, on a le taux de boursiers, on a aussi le taux d'élèves résidant en zone urbaine sensible ou le taux d'élèves en retard à l'entrée de 6e. Alors je voulais parler d'éducation avec vous, Gérard Filoche, notamment à travers cette loi. Il est vrai que j'ai cherché un peu vos déclarations sur ce point. J'ai pas trouvé justement, c'est pour ça que c'était intéressant de parler de ça avec vous. Est-ce que Gérard Filoche est aussi engagé sur les inégalités à l'école que les inégalités au travail? Comme fils d'ouvrier, évidemment. Vous savez qu'un fils d'ouvrier a à peu près 7 fois moins de chances d'arriver à terminer ses études qu'un fils de cadre. Et donc vous avez une inégalité qui est reproduite dans l'école de façon absolument effrayante. Et donc ça se prend normalement même depuis la maternelle et les petites classes. Parce que quand dans les maternelles et les petites classes, vous avez déjà des enfants qui ont un vocabulaire et d'autres qui n'en ont pas, il faudrait prendre le temps de pouvoir corriger ça. Et ça se fait dès la primaire, c'est très important d'avoir des petites classes. On m'a toujours dit, oh, c'est la pédagogie. Moi, bien sûr, il y a des problèmes de pédagogie toujours. C'est les problèmes de taille des classes. Vous ne pouvez pas avoir un instituteur avec 35 élèves ou 30 élèves. Ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Mais moi, je suis pour des classes de 20 personnes. C'est-à-dire que et dans les 20 personnes, je sais que Benoît Hamon dit 25. Mais si j'étais le candidat, je serais encore beaucoup plus strict. Parce que plus vous avez des unités petites, plus l'enseignant peut suivre ceux qu'il a. Et on peut déceler tous ceux qui décrochent à un moment donné. Parce que c'est ça l'inégalité sociale à l'école. C'est que ceux qui décrochent dans des grandes classes, ça ne se voit pas. Ils vont avec perte et fracas. Et puis petit à petit, la dégringolade s'achève. Et donc en vérité, quand vous regardez à l'arrivée, c'est toujours les enfants des classes les plus défavorisées qui sont victimes de ça. Et donc pour qu'il y ait des classes plus petites, pour qu'on mette tous les jeunes dans une même situation de travail, parce que l'égalité des chances, ça s'encourage et ça se transforme si on peut pousser ceux qui en ont moins. Et donc là, vous pouvez faire des groupes pour les décrocheurs. Je suis très attaché à cette question. C'est-à-dire où vous rattrapez des mômes à 4 ou 5, etc. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on leur donne des devoirs à faire le soir. Ils sont chez des parents qui n'ont pas les moyens de les aider, qui n'ont pas le temps, dans des conditions de logement qui ne le permettent pas. Si vous n'avez pas une attention particulière pour ces enfants-là, le décrochage est définitif. Et donc vous aboutissez à avoir une dichotomie entre ceux qui réussissent. Donc vous avez une élite, comme on dit, républicaine, qui arrive à franchir tout ça. Et on s'aperçoit que c'était déjà les enfants de l'élite républicaine. Moi, je suis pour une école qui corrige ces inégalités-là et qui permettent de rattraper les différences entre les enfants et de faire qu'on ait une population éduquée dans tous ces secteurs. Mais est-ce que cette loi, elle était prioritaire pour vous? Celle qui avait été lancée en 2014 par Vincent Peillon. L'éducation est absolument prioritaire. Non, mais cette loi, cette réforme de la carte d'éducation. Et oui, et puis je vais vous dire que je suis absolument contre tous les contournements aussi des cartes scolaires qui permettent qu'on mette des enfants. Attendez, j'ai trouvé le bon lycée là-bas, puis dans le bon lycée, puis après on dit, ah ben non, bon, ce lycée, il ne pourra pas jamais y aller. Pourquoi mon enfant ne pourra jamais aller dans ce lycée? Ah, bah parce qu'il n'a pas le niveau. Et pourquoi il n'a pas le niveau, puisqu'il est à l'école comme tous les autres? Bah parce que l'école n'aura pas donné le niveau. Et on va aggraver ça parce qu'on va le mettre dans un plus mauvais lycée que d'autres. Puis après, on va avoir une réputation sur le mauvais lycée. Je suis contre le classement des lycées. Je suis pour que l'école publique donne absolument les moyens à tout le monde de s'en sortir. Et donc, en vérité, je reviens des petites classes, des groupes pour attraper les enfants. On corrige les inégalités sociales. Consciemment, on ne les laisse pas se dégrader et s'effectuer de cette façon-là jusqu'à l'université. On passe à la toute dernière et les 2 minutes outre-mer.
Alors sur le site du Parti Socialiste, il y a un article d'Erika Barendt, un secrétaire national chargé des Outre-mer, avec comme titre « La promotion de l'égalité réelle au cœur de nos engagements pour les Outre-mer ». Au début du texte, il est marqué « Les socialistes sont attachés à ramener la République et la justice sociale au cœur des territoires ultramarins ». Est-ce que le bilan que vous accordez est-ce que c'est le bilan que vous accordez au mandat de François Hollande? Bah non. Non? Bah non. Vous parlez de Mayotte, là? C'est bien un département français. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? Il y a quelque chose à voir avec un département français dans l'égalité réelle? Hein, il y a quelque chose à voir dans la possibilité de circuler sur l'ensemble du territoire avec... Vous pensez qu'il a vraiment un mauvais bilan au niveau de l'outre-mer, François Hollande? Excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu quelques grèves importantes en Guadeloupe et puis en Martinique. Je crois que les salariés n'ont pas été très entendus. Je crois que les problèmes de la Guyane n'ont pas été si réglés que ça. Donc en vérité, j'ai l'impression que la différenciation entre la métropole et ces territoires d'outre-mer est restée aussi grande à la fin du quinquennat de François Hollande qu'au début. Merci Gérard Filoche d'avoir été avec nous sur notre plateau. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité politique qui va venir sur ce plateau faire le point. Bonne semaine.